Bonjour tout le monde. On va parler évidemment, en fait, de mon expérience, dans le domaine du traitement de la langue naturelle, mais en relation avec les progrès spectaculaires qu'on a vus récemment, entre autres, en traduction automatique neuronale, avec des exemples comme DeepL ou Google Translate. Évidemment, on peut pas, parler de traitement de langue naturelle aujourd'hui sans parler évidemment de la génération automatique de texte et puis des robots conversationnels, agents conversationnels comme ChatGPT ou Bard. Et essentiellement, ces progrès, ils viennent de 3 choses, en fait. Ils viennent de la disponibilité de corpus immenses sur la toile et aussi, on verra, ça fait partie de mes choses que je préfère sur lesquelles je préfère discuter. C'est vraiment, une percée au niveau de l'utilisation d'algorithmes, d'auto-apprentissage, en fait, qui ont permis justement l'exploitation de ces immenses corpus, textuels. Heu, Aussi, on a de puissants moyens de calcul distribués. Encore là, c'est beau avoir, des données, mais ça prend des moyens de calcul et ça c'est fourni beaucoup par l'info nuagique et également, les processeurs graphiques, là, les fameux GPU. Heu, Évidemment aussi, on a l'évolution des algorithmes d'apprentissage profond qui ont permis parce qu'on était jusqu'à il y a une dizaine d'années, un petit peu plus en fait, une quinzaine d'années, on était limité à une couche cachée dans les réseaux de neurones et c'est vraiment la percée de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, là, de pouvoir entraîner une multitude de niveaux hiérarchiques en fait, de réseaux de neurones, de couches de réseaux de neurones qui nous a permis de justement cette percée, au niveau de la puissance de prédiction des nouveaux algorithmes. Donc, sur le plan algorithmique, ces progrès-là récents sont beaucoup en reconnaissance de forme et en prédiction. Il n'y a pas vraiment de raisonnement de sens commun ou d'inférence symbolique au sens d'une logique, d'un raisonnement logique. C'est, au mieux, ces algorithmes, ils peuvent calquer un raisonnement parce que ils ont, assimilé, on pourrait dire «lu» là, entre guillemets, beaucoup de pages web sur lesquelles il y avait des descriptions de raisonnement et ils vont calquer, ils vont, faire en fait un appariement de forme entre ce qu'ils ont, appris puis, les situations qu'on leur présente. Donc ils vont calquer en fait un raisonnement. Moi j'ai commencé en correction grammaticale, il y a très longtemps, et c'est un domaine où les Québécois se sont particulièrement distingués, là. On travaillait évidemment à l'époque en système d'IA symbolique. On parle des années 90, OK? Il y a eu Hugo de Legidisc, il y a eu le correcteur 101 de Machina Sapiens auquel j'ai été étroitement associé. Par la suite, la même technologie s'est appliquée dans Antidote et maintenant Antidote est hybride, c'est-à-dire qu'il fait appel à de la technologie, d'IA symbolique, des analyseurs morphosyntaxiques à base de règles, mais également il y a, des morceaux d'apprentissage profond qui vont permettre d'étendre en fait les capacités en fait des correcteurs, comme Antidote. L'objectif à l'époque, c'était et c'est encore, ça beaucoup, c'est la correction assistée. Donc c'est pas un système qui corrige automatiquement, mais qui va donner des explications, qui va permettre à la personne qui a une certaine compétence de faire elle-même sa correction et peut-être aussi d'apprendre. Heu et évidemment, le premier objectif quand on a créé ces outils-là, c'était les fameux participes passés. La correction des participes passés qui sont le cauchemar des francophones. Et puis, tranquillement, avec l'assistance et le progrès de ces outils-là, on parle d'une trentaine d'années là, de progression, on vise des niveaux de correction de l'ordre de 95 à 98. Mais ça, c'est évidemment avec un humain dans la boucle qui va intelligemment prendre les suggestions puis faire appliquer les corrections. Euh, donc, l'avantage principal de ces systèmes-là d'IA symbolique qui demeurent encore aujourd'hui, c'est d'être capable d'expliquer les résultats, contrairement aux systèmes à base de réseaux de neurones d'apprentissage profond qui sont des boîtes noires. Et aussi, un autre atout, c'est ils offrent aussi un coffre à outils très riche sur la langue. Donc, des définitions, des outils stylistiques, des conseils, de la grammaire interactive, plein de choses. Donc, c'est des outils complets pour la rédaction. Euh, Évidemment, aujourd'hui, les robots conversationnels à base de grands modèles de langue, là, ça c'est GML, c'est grand modèle de langue. En anglais, on dit LLM. Euh, Déjà au départ, ces robots conversationnels font peu de fautes. La raison, c'est assez facile d'apprendre la syntaxe d'un point de vue statistique à force de voir beaucoup de texte. Mais ils font quand même des erreurs, entre autres dans les parties passées. J'ai vu quelques fois des erreurs. Parce que comme ils partent de corpus qui sont
eux aussi en erreur, ils ne peuvent pas apprendre les règles, ils peuvent pas, mais en fait, ils n'apprennent pas les règles. Ils se disent, dans ce contexte-là, voici comment ça devrait s'écrire. Et comme on les entraîne en partie ou en très grande partie sur des livres qui sont a priori sans faute, donc ils vont écrire sans faute, en général. Donc, ils font peu de fautes. Et si on utilise les bonnes requêtes, ils vont pouvoir faire aussi des bonnes corrections. Donc, les fameux prompts, là, les requêtes qu'on fait à un système de robot conversationnel comme ChatGPT, ben, il va pouvoir faire une correction. En gros, on estime qu'il y a à peu près 2 à 5 d'erreurs qui sont de nature sémantique. Et ces erreurs-là peuvent parfois être corrigées avec du lexique, c'est-à-dire que si je vais donner un exemple, par exemple, le ratio élève-professeur. Ben, il faut savoir qu'un professeur a plusieurs élèves pour pouvoir dire que la correction, ça va être élève au pluriel euh, plutôt qu'au singulier. Et ça, c'est vraiment du sens commun, c'est vraiment parce qu'on a, c'est de nature sémantique. Et ça, on va parfois pouvoir le corriger si on a de très gros lexiques et qu'on a l'entrée, l'expression ratio élève-professeur dans le lexique. Une autre façon, ce serait évidemment avec une approche statistique, puisque on part par exemple de livres ou de textes bien écrits et qui ont cette expression-là bien écrite. Donc, si on l'a vu souvent, donc l'approche statistique va nous permettre, justement, parce que la probabilité est grande que ce soit avec un S, donc ils vont faire la correction, mais ils ignorent en fait pourquoi ils l'ont fait. Les autres exemples qu'on peut trouver d'erreurs de nature sémantique, ben, c'est l'accord du temps de verbe, la ponctuation, etc. Et ce qui m'amène déjà, il y a quelques années, moi, je faisais la réflexion, on peut corriger des textes avec un très haut niveau de précision, de l'ordre de 95 à 90 98 excusez-moi, sans vraiment avoir de sens commun, hein, à part les petites erreurs qu'on a vues, là, les erreurs de nature sémantique. Tout le reste, on peut le corriger. Et même au départ, c'était un peu une barrière. Quand les gens parlaient de correction grammaticale, ils disaient on ne peut pas le faire parce qu'on n'arrivera jamais à corriger 100 Et c'était vrai. À cause justement de ces erreurs sémantiques-là, si un système n'a pas le sens commun, il ne peut pas faire de correction à 100 Mais si on atteint des niveaux de 95 à 98 on va être bien content parce que c'est ça qui est l'objectif d'un outil dans le fond. Et c'était mon premier moment là, où j'ai senti qu'on avait des tâches en fait, des tâches linguistiques et que finalement, il n'y avait pas une implication très grande du raisonnement ou encore du sens commun. Un autre exemple, c'est la traduction automatique. Après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, et puis la fameuse, en fait, la guerre froide, et puis le rideau de fer, bien, la traduction automatique, c'est devenu le saint Graal de l'IA. Aussi parce qu'on voulait s'affranchir de la barrière des langues, on voulait que les gens communiquent, et c'était un grand défi, très difficile, et donc c'est devenu le saint Graal de l'IA. Donc, pour moi, là, ce qui m'a fait amener en IA en grande partie, c'était l'idée de créer des systèmes de traduction automatique de qualité. Et si je regarde ce que j'obtiens aujourd'hui sur Google Translate ou encore avec DeepL, je peux dire que la mission accomplie, en fait. On est très près d'avoir c'est déjà des systèmes utilisables, mais on peut avoir pratiquement rêvé à des systèmes de traduction automatique, par exemple de la voix vers la voix, là, comme on avait dans la science-fiction. Donc, au départ, les systèmes étaient à base de règles. On parle de systèmes du genre Fortran, pas Fortran, excusez-moi, Sistran aux États-Unis, qui ont été développés, financés par la défense américaine. Et du côté russe, on avait aussi des systèmes comme Prompt, qui était un système qui a été développé à partir de. En fait, c'était, je pense, à Moscou, là, il y avait des universités qui ont développé des systèmes pour traduire. Ils étaient très bons, évidemment, pour traduire de l'anglais vers le russe. Et on a eu après ça des systèmes statistiques. Et les systèmes statistiques, ils sont venus par l'exploitation des corpus multilingues alignés. Donc, on avait par exemple les débats de la Chambre des communes au Canada. Donc, on avait des textes en français, des textes en anglais. On avait une traduction simultanée, puis une traduction révisée par la suite. Et on était en mesure d'aligner les phrases. Et ça, c'est une contribution québécoise. Donc, les premiers algorithmes d'alignement, c'est Simard et Plamondon qui ont développé ça vers la fin du 20e siècle, en 1998, et qui permettait justement d'exploiter les larges corpus de textes multilingues alignés. Et ça a été la base pour créer des systèmes de traduction statistique qui ont déjà beaucoup augmenté la précision, la qualité des traductions. Puis est venu aussi l'apprentissage profond.
Et là, ce qu'on appelle la traduction automatique neuronale, c'est ce qui est utilisé dans les systèmes comme DeepL ou Google Translate, là, Google Traduction. Et ça, il faut reconnaître que les travaux pionniers, ils viennent du Mila, en fait, les travaux de l'équipe de Yoshua Bengio, de 2006 à 2014. Ça a commencé avec des travaux sur la représentation sémantique des textes et des mots avec ce qu'on appelle des enrichissements ou des vecteurs contextuels compacts, c'est-à-dire des petites représentations en termes de dimensions. Là. On parle de 300, 500, 1000 attributs plutôt que d'avoir des longs vecteurs, par exemple, avec beaucoup de zéros, là, du genre un attribut par mot dans le lexique. Donc, vraiment, et ça, c'est un progrès en soi. Et ensuite, il y a eu l'invention de l'architecture des encodeurs-décodeurs et puis l'attention aussi. Et donc, l'attention, ça a été une contribution. Les premiers systèmes à base d'attention, c'est-à-dire qu'on attache de l'importance aux relations entre les mots, même à longue distance, ça a été des travaux qui ont été faits au Mila et qui ont été industrialisés après par Google et DeepL. En fait, le Mila n'avait pas les ressources de calcul pour faire ce genre de développement à large échelle avec de très gros corpus. Donc, on avait fait la preuve de concept, mais on n'était pas en mesure de faire le déploiement industriel. La plupart des systèmes actuellement, ils vont nécessiter quand même une certaine révision, de la post-édition, surtout par quelqu'un qui est un expert du contenu, du domaine, pour obtenir un texte de qualité. Mais on peut en grande partie, pour des besoins, par exemple, de veille ou s'informer, on peut utiliser les outils tels quels sans trop de problèmes. Les robots conversationnels, c'est un peu la même chose que pour la correction. Avec des bonnes requêtes, on peut obtenir des bonnes traductions. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que bientôt, on peut envisager de la traduction vocale de bonne qualité en temps réel, comme c'était imaginé par les auteurs de science-fiction. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'y a aucune compréhension réelle des textes. Toute la sémantique qu'il peut y avoir là-dedans, elle vient du travail des traducteurs et des contextes. La sémantique, elle vient en fait de l'appariement des phrases. Donc, cette phrase-là est la traduction de cette phrase-là. Et donc, ce sens-là est traduit par ce sens-là. Et donc, avec les contextes, on est en mesure de désambiguiser et d'apprendre, en fait, comment traduire, mais on n'a pas une compréhension réelle des textes. On n'a pas la sémantique. La sémantique est implicite, elle vient du travail des traducteurs. Et c'est juste par appariement, en fait, on pourrait dire par pattern matching, qu'on peut, reconnaissance de forme, qu'on peut faire ce lien. Mais ce qui est vraiment curieux, et là, je rencontrais des gens, là, des vieux de la vieille là, du domaine de la traduction automatique, parce qu'il faut dire qu'au Québec, puis particulièrement à Montréal, on avait une tradition de traduction automatique. Il y a eu des projets dans les années 70. Il y avait le projet TOMB, Traduction automatique Université de Montréal, le système météo qui traduisait des bulletins météo, qui a été utilisé évidemment au gouvernement fédéral là, qui est responsable des bulletins météo et tout, la prévision météo. Donc, la traduction, c'était déjà des systèmes qui étaient en marche dans les années 70. On a inventé, entre autres, le langage Prolog à Montréal. À l'époque, ça s'appelait Système Q, c'est devenu Prolog par la suite. C'était Colmeyer qui était venu en stage à Montréal. En fait, c'était pour service civil, en fait, en remplacement du service militaire. Il était venu à Montréal pour faire des travaux en langue naturelle. Et donc, on a une longue tradition. C'est ce qui a amené aussi le laboratoire du Mila, de Yoshua Bengio. Il y avait une tradition, puis il y avait un intérêt pour la traduction. Mais ces systèmes-là, comme je disais, en discutant avec des pionniers du domaine, on est absolument abasourdi de voir que ça peut traduire très, très bien et que ça n'a aucune connaissance réelle des textes, donc de la sémantique. C'est uniquement de la surface. Et la sémantique vient de l'exploitation du contexte. En fait, le contexte d'un mot, et ça, c'est fait, je pense qu'il y a plusieurs linguistes qui ont théorisé là-dessus, mais on peut déduire la sémantique d'un mot ou d'une phrase à partir du contexte. Maintenant, venons-en au fameux robot conversationnel à base de grands modèles de langue, ou GML. Et pourquoi langue au pluriel, ici, je ferais noter, c'est parce que la plupart de ces systèmes sont entraînés sur plusieurs langues et donc, ils sont au départ multilingues. Donc, l'objectif, c'est de prédire le prochain mot d'un texte, une prédiction statistique.
Et c'est un peu ce qu'on appelle l'autocomplétion. La fonction d'autocomplétion, vous tapez une phrase dans par exemple, un moteur de recherche ou dans un traitement de texte, un logiciel de traitement de texte, et là, il y a une proposition qui vous est faite. En fait, c'est de l'autocomplétion, mais qu'on pourrait dire booster, là, ou pour prendre un terme, en fait, c'est comme si on avait mis l'autocomplétion sur les stéroïdes, hein. Donc, c'est vraiment très puissant parce qu'il y a énormément de paramètres, il y a énormément de données aussi, et c'est des algorithmes qui sont auto-régressifs. Donc, la prochaine valeur, elle se base sur les valeurs du passé. Donc, le contexte, c'est les valeurs du passé, c'est l'historique, c'est la requête qui a été faite, et on utilise des réseaux de neurones auto-attentifs. On appelle ça aussi des transformers. Il y a un article, en fait, l'article fondateur, c'est Attention is all you need. Mais c'est drôle, on parle que c'est l'attention c'est tout ce qu'on a besoin, c'est l'attention. Et comme je vous disais, c'est des travaux pionniers de Bengio et Badano, Shaw en 2014 au Mila. C'était sur les premiers systèmes de traduction automatique neuronaux. Euh, et et c'était vraiment, on avait mis l'accent sur l'attention. L'article dit c'est l'attention qu'on a besoin, on n'a besoin que de ça. Et on parle d'architecture de Transformers. Pourquoi Transformers? Eh bien, c'était à l'époque, il y avait énormément de systèmes qui apparaissaient avec des noms de bandes dessinées, des BERT, des, en fait, des noms de Sesame Street, tout ça. Et donc, Transformers, c'était la fameuse BD, les jouets japonais, les robots qui se transforment. En fait, ça vient de ça, tout simplement. Et c'est un très mauvais nom parce que ça ne dit pas vraiment ce que ça fait, parce qu'en informatique, tout se transforme, hein. On a des données, il y a une transformation, il y a un résultat. Donc, ce n'est pas propre à des systèmes, je dirais, de conversation. C'est plutôt ce qu'on devrait dire, on devrait plutôt parler de réseau de neurones auto-attentifs, une forme d'auto-attention, c'est-à-dire qu'on fait, on retourne l'attention sur les contenus qui nous sont présentés, puis les mots qui sont dans une phrase, les uns par rapport aux autres, et même dans des contextes élargis, c'est-à-dire au-delà de la phrase. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on apprend la distribution statistique des séquences de mots. Et ce que l'algorithme produit, en fait, c'est une représentation sémantique compressée ou abstraite, si on veut, dans ce qu'on appelle un espace latent. Donc, le résultat, vous avez plein de textes qui viennent nourrir l'algorithme. En fait, c'est là qu'il y a vraiment une quantité astronomique. On parle de milliards de mots qui rentrent dans l'algorithme. Puis après ça, c'est traité en fonction de l'apprentissage de la distribution statistique des séquences. Qu'est-ce qui devrait venir après tel mot, telle séquence en fait, on parle plutôt de jetons ou tokens. Qu'est-ce qui devrait venir après? Et ça, c'est compressé, c'est abstrait, c'est mis dans un espace latent qu'on ne comprend pas vraiment la structure parce que c'est vraiment l'algorithme qui crée ça, mais c'est une représentation interne. Et les textes originaux, eux, sont perdus. C'est pour ça que quand on demande des fois à ChatGPT de nous donner une référence, il ne peut pas le trouver parce qu'il y a, à moins de faire un index à côté, là, mais il ne peut pas trouver les textes originaux, ils sont perdus. Il ne subsiste que le résultat abstrait, en fait, ce qui résulte de l'algorithme d'apprentissage autosupervisé. Et on va parler en fait, de ce que c'est que l'apprentissage autosupervisé parce que c'est vraiment, en fait, un élément génial des grands modèles de langue. Donc, dans cet espace latent-là, abstrait, compressé, des textes et des séquences de mots, si on veut, ou des séquences de jetons, c'est que les formes sémantiquement proches vont être proches aussi dans l'espace latent. Et ça, on a vu ça, il y a eu Waldtuvek, entre autres, qui démontrait ça, c'est qu'on pouvait voir que les distances, par exemple, entre roi et reine, il était en fait dans l'environnement proche, si on faisait des additions sur, en fait, roi plus féminin, bon, on se retrouvait dans la zone reine, des choses comme ça. Donc, on avait vraiment des formes sémantiques qui étaient en fait, des distances qui étaient sémantiques. L'entrée de ces systèmes-là, c'est des requêtes ou ce qu'on appelle des amorces ou les fameux prompts, là, tapés par l'usager, mais enrichis de contexte, enrichis de l'historique, enrichis de documents, enrichis en fait,
de toutes sortes de choses pour aider, en fait, l'algorithme à faire sa reconnaissance de forme, donc faire son pattern matching. Et c'est ça qu'on appelle l'ingénierie de prompt là, ou l'ingénierie de requête. C'est d'être en mesure d'offrir tout ce matériel-là, puis c'est même des exemples. On va fournir des exemples de résultats à obtenir de façon à orienter l'algorithme pour qu'il puisse faire générer les bonnes réponses. Donc, d'où là, le fait qu'on parle beaucoup d'ingénierie de requête, et c'est peut-être un nouveau domaine sur lequel il y a énormément de littérature, de cours, de trucs, parce que en fait, c'est un petit peu empirique, c'est beaucoup par essai-erreur qu'on arrive à trouver des choses, et même à tromper ces systèmes-là, c'est beaucoup par essai-erreur également. Et on ajoute un élément de hasard grâce à un paramètre qu'on appelle la température. Qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est que ça permet, par exemple, si on a une liste de mots probables, on dit qu'on essaie de prévoir le prochain mot dans une phrase, par exemple, dans un texte. Eh bien, il y a un premier choix qui est plus probable, puis il y a un deuxième choix, un troisième, etc. Et donc, l'élément de hasard, c'est qu'au lieu de choisir toujours le premier mot, on va choisir un mot plus éloigné dans la liste. Et ça va permettre, évidemment, des variantes. C'est pour ça qu'on va demander 2 fois de suite à un agent conversationnel poser la même question, et il va avoir une autre réponse à nous donner, parce que, justement, il y a un élément de hasard. D'ailleurs, si on met la température à 0, les algorithmes de conversationnels comme ça, les algorithmes de robots conversationnels du genre ChatGPT vont avoir tendance à se répéter, puis à tourner en rond, puis à rien dire d'intéressant finalement. Donc, c'est pour ça que la température, c'est important qu'il y ait des éléments de hasard pour pouvoir l'orienter ailleurs dans l'espace latent. Je vais maintenant vous parler rapidement de l'apprentissage autosupervisé, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui a permis. On parle beaucoup de l'architecture auto-attentive, c'est intéressant, c'est important, ça n'aurait pas pu se faire sans ça, mais ça, c'est vraiment ce qui a permis l'exploitation des grands corpus sur la toile, sur le web. C'est qu'on a l'idée de l'apprentissage supervisé, hein, c'est-à-dire que là, ici, j'ai un cas en vision artificielle, mais on peut le faire avec des annotations, en fait, en masquant des parties d'information dans les données d'entraînement. On va demander ensuite au système de tenter de reconstruire, de prédire les parties restantes ou les parties manquantes à partir des autres parties. OK? Dans le cas de l'apprentissage supervisé, on va montrer une image, par exemple, d'une vache, et puis dire c'est la classe vache, et puis on va montrer autre chose, un chien, puis on va dire voici la classe chien. Donc, on a vraiment un appariement entre une donnée d'entrée ou des attributs, si on veut. Ça peut être des attributs visuels, et puis une classe cible. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. C'est comme ça qu'on a fonctionné depuis très longtemps. L'apprentissage non supervisé, c'est qu'on donne tout simplement les données et que le système s'organise par apprentissage non supervisé pour trouver des groupes. Il fait des regroupements, il trouve des similitudes, mais par lui-même, à partir de l'idée de la métrique, de mesurer des distances entre différents objets, OK? Ou en différents attributs. Ça, c'est l'apprentissage non supervisé. Et en général, c'est l'algorithme qui va résumer ça. C'est beaucoup ce qu'on appelle l'algorithme de création de groupes, de regroupement ou clustering. OK? Et l'apprentissage autosupervisé, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet de créer automatiquement, en fait, ça fait de l'apprentissage supervisé, d'où autosupervisé, mais l'étiquette, elle est fournie par le texte lui-même. Parce que ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va mettre des trous, puis on va dans la phrase, OK? Et on va tenter de prédire le mot qui manque à partir des mots qui sont dans le contexte. Donc, vraiment, l'apprentissage de supervisé, c'est de trouver l'étiquette à partir des entrées de l'environnement, du contexte. Et ça, c'est vraiment une révolution parce que ça a permis de prendre des textes tels quels, OK, donc d'énormes textes, des banques de textes qu'on trouve sur Internet, n'importe quoi, on masque des mots, puis on tente de prédire, et là, on a une quantité astronomiques de données qui sont annotées automatiquement, qui sont auto-annotées, si on veut, tout simplement en masquant les mots. Et ça, c'est vraiment une idée qui a permis l'exploitation de toutes les données qui sont sur Internet.
Et une fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte, en fait, que les algorithmes de prédiction, ce qu'on appelait l'autocomplétion tout à l'heure, les algorithmes autorégressifs, étaient extrêmement puissants. En fait, beaucoup plus puissants que ce qu'on avait a priori imaginé. Par contre, il y a de l'exagération parce que quand on dit qu'ils raisonnent et que c'est des systèmes qui sont tout près de l'IA générale, c'est-à-dire des systèmes avec la puissance d'un être humain, là, c'est là qu'on dérive un peu parce que, en fait, ce qu'ils font, c'est vraiment de la prédiction basée en fait, sur de l'appariement, sur du pattern matching, ils ne font pas vraiment du raisonnement. Donc, c'est ce qui m'amène à parler des robots conversationnels et des limites de ces robots-là. Entre autres, il est impossible de savoir si une réponse provient de faits réels ou a été inventée par l'algorithme. Souvent, en fait, ça va être une combinaison des deux. Je disais en passant, moi, j'ai mis des codes QR, donc ça vous ramène à des articles que j'ai écrits. Par exemple, ici, j'ai fait un article sur pourquoi on ne pourrait pas corriger ce qu'on appelle les hallucinations. En fait, c'est plutôt des fabulations des systèmes de robots conversationnels, d'agents conversationnels. En fait, on parlait d'hallucinations, puis je pense que c'est de l'anthropomorphisme. Et c'est pas en fait, c'est pas souhaitable parce que ça nous donne l'impression que c'est des êtres vivants, des êtres humains, alors que c'est purement des algorithmes. Et en fait, c'est plus une erreur qu'une hallucination. Donc, il ne trouve pas l'information. Ce qu'il fait, c'est que le grand modèle de langue, il manque de données sur un sujet, par exemple. Donc, il n'y a pas de contenu pertinent. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va bricoler une réponse. Comment il bricole la réponse? C'est que il trouve des brides d'informations dans l'espace latent. Donc, la fameuse représentation abstraite, le compressé dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui est le résultat de son apprentissage. Là. Il va trouver des brides d'informations et à partir de ça, il y a des liens qui sont créés. En fait, c'est des co-occurrences, des choses comme ça. Et puis, il va générer une réponse qui est, elle aussi, en fait, les liens sont échevelés, puis la réponse, elle va être échevelée, évidemment, elle va être fausses très souvent, mais ces réponses fausses ou inventées, elles ont l'air correctes, entre autres parce que la syntaxe est bonne. Et comme je vous expliquais, la syntaxe, c'est facile à apprendre. Ça ne prend pas autant de corpus que pour apprendre toutes les connaissances qu'un grand modèle de langue peut avoir, là, peut modéliser en fait dans son espace abstrait. Ça prend beaucoup moins de texte, mais donc, en voyant le résultat, ben, c'est des réponses erronées qui ont l'air correctes. Donc, c'est ce qu'on appelle de la foutaise bien écrite, là, des foutaises bien écrites. Donc, on a tendance à leur donner du crédit. Puis, souvent, c'est appuyé. C'est pas juste oui, non. Là, c'est vraiment. Il va vraiment écrire un paragraphe complet. C'est structuré et tout, mais c'est faux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la connaissance de ces modèles-là est superficielle, mais c'est extrêmement efficace parce qu'il y a vraiment une connaissance de la langue. Donc, d'un modèle qui serait du monde, mais qui est à travers la langue, mais qui est quand même superficiel, sans avoir la capacité de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc, si vous entraînez un grand modèle de langue sur des théories du complot, toutes sortes de faussetés, ben, que la Terre est plate, tout ça, ben, il va vous ressortir ça parce que c'est ça qui est dans son corpus. C'est la même chose pour les biais, c'est-à-dire si on a des biais sexistes, si on a des biais racistes, si on a des biais de toutes sortes dans les textes avec lesquels on entraîne ces modèles-là, bien évidemment, ils vont ressortir ces biais-là parce que c'est vraiment la base de leur connaissance, en fait. C'est les textes qu'on leur donne. Donc, ils n'ont pas moyen de faire ils ne peuvent pas faire la part des choses, quoi. Maintenant, je vais parler de la réalité des grands modèles de langue, mais là, je vais passer, c'est très technique, là. Puis là, je déroule tout ça, puis je vous explique peut-être le plus intéressant, c'est la dernière ligne. C'est que pour calculer un grand modèle de langue, là, ici, je prends l'exemple du modèle la mode Meta, qui est un modèle qu'on dit en code ouvert, mais en réalité, c'est les poids qui sont ouverts. On vous donne les poids, c'est-à-dire le résultat, l'espace latent, l'architecture du réseau de neurones avec les poids, les paramètres vous sont donnés, puis là, vous pouvez utiliser ça pour vous faire un robot conversationnel à partir de ces poids-là, en fait, du résultat de l'espace latent. Cet espace latent-là contient entre 5 à 100 milliards de paramètres. Il a été entraîné sur 1 milliard, pas 1 milliard, 1 trillion
à 1,4 trillion de jetons. Donc, on parle de 1000 milliards. Donc, de l'ordre de 4,5, 4,75 milliards de jetons, excusez, d'octets, excusez. Mais au niveau du nombre de couches, on parle d'un réseau qui a de 32 à 80 couches de profondeur. Les têtes pour le calcul de la tension, il y en a entre 32 et 64. Donc, on voit que c'est un ensemble de paramètres. Et donc, c'est des calculs énormes. Parce qu'on fait ça justement sur des... On ne parle pas de milliards, là, on parle de milliers de milliards, OK, de paramètres. Et on va, en fait, en donner entrantes, là, on va faire une représentation des données d'entrée avec des vecteurs contextuels compacts, ce qu'on appelle des embeddings. Et ça va prendre plusieurs milliers de GPU, puis des GPU quand même assez puissants, là, des GPU qui ont 80 gigs de mémoire interne. Et ça va prendre de 20 jours à plusieurs mois de calcul. Donc, si on part avec l'idée de ce qui est donné dans l'article de Meta, on parle de 21 jours. Si on fait le calcul avec une heure de GPU à 4 US, ce qui est fréquent, là, je vous allez sur Amazon, c'est le genre de prix que vous allez obtenir, eh bien, on parle de quelque chose comme 5 millions de dollars américains, 5 millions et demi de dollars américains pour entraîner un modèle comme ça. Et ça, c'est une occurrence d'entraînement. En fait, pour arriver à mettre au point un système comme ça, un modèle comme ça, vous allez devoir l'entraîner probablement des dizaines, sinon des centaines de fois en variant les choses. Et donc, on voit que c'est des sommes faramineuses pour entraîner. Et l'argent, et c'est ce qu'on expliquait avec la fameuse saga OpenAI et Microsoft récente, c'est que sans une architecture, en fait, sans une infrastructure, excusez-moi, infonuagique puissante, on ne peut pas faire des calculs à partir de zéro, à partir en fait des textes, des corpus. On ne peut pas calculer des grands modèles de langue. Ce n'est pas à la portée, en tout cas, et même pas de grands laboratoires. Là. Les gens du milieu n'ont pas les ressources de calcul pour faire ce genre de grands modèles. Donc, ce qui m'amène à mon hypothèse, à mon constat, c'est que le raisonnement intervient dans moins de 5 des tâches. Donc, il y a très peu, je dis 5 ça pourrait être 2 mais c'est de l'ordre de là. Et puis, ça dépend, on peut trouver des tâches qui sont purement sémantiques et qu'on arrive, et qui vont à ce moment-là, ça va être 100 mais en moyenne, en gros, là, si on fait des cas, moi, les cas que j'ai vus, c'est que le raisonnement intervient la plupart du temps dans moins de 5 des tâches en traitement de la langue et que le langage et le raisonnement logique, il ne se chevauchent pas vraiment. OK? Il y a un chevauchement, mais il est faible. Bon, ça, c'est mon hypothèse qui vient de ma constatation sur ce que je voyais dans le domaine de la correction grammaticale, ce que j'ai vu en traduction automatique, qui est quand même un domaine qui, à la base, on pourrait dire, mais oui, il faut avoir une connaissance du monde pour pouvoir traduire. Or, on a des systèmes qui sont extrêmement performants de traduction automatique neuronale et qui n'ont pas de connaissance du monde, sinon la capacité d'exploiter les contextes. Donc, c'est une connaissance du monde, mais qui est superficielle. Il n'y a pas de raisonnement logique qui se fait derrière ça. Ce que je dis aussi, ça s'applique à d'autres tâches. Là, je vous ai parlé de la correction grammaticale, je vous ai parlé des robots conversationnels et de la traduction, mais ça s'appliquerait aussi à la reconnaissance vocale. D'où j'enchaîne sur ce qu'on appelle la dichotomie dans le fonctionnement de notre cerveau. OK? C'est ce que Daniel Kahneman a amené, qui est un prix Nobel d'économie en 1982, qui est un psychologue qui a gagné le prix Nobel et qui, lui, parle de deux systèmes. Donc, les systèmes 1 et le système 2. Donc, les deux, puis là, il a écrit un livre qui s'appelle Les deux vitesses de la pensée. En anglais, c'est Thinking Fast and Slow. Donc, il y a le système 1 et le système 2. Donc, le système 1, les systèmes de type 1 sont rapides, intuitifs, imprécis, sont surtout perceptifs, puis ils s'appliquent aussi au domaine du langage. Alors que les systèmes de type 2, c'est des systèmes qui sont contrôlés et logiques, qui font du raisonnement, de la planification. Quand je vous dis ça, avec ce que je vous ai dit auparavant, ben vous devinez qu'un robot conversationnel du type ChatGPT, qui est basé sur un grand modèle de langue, ben c'est un système de type 1. Et donc, il lui manque la partie système de type 2, malgré que parfois, en regardant et en l'aidant beaucoup, en lui donnant des exemples de raisonnement, il va arriver à imiter, à calquer un raisonnement, mais ce n'est pas un vrai raisonnement au sens, je dirais, logique du terme.
Ce qui nous amène aussi à parler de l'IA générale qui devrait combiner à la fois les systèmes 1 et système 2. Et là, j'ai mis des liens vers une conférence de Yoshua Bengio à ce sujet-là où il parle de son projet et de ses recherches. En fait, actuellement, Yoshua fait deux choses. Il s'occupe de la sécurité dans les systèmes d'IA, donc la sécurité puis l'éthique dans les systèmes d'IA, mais aussi de faire des systèmes qui approcheraient l'intelligence humaine, c'est-à-dire des systèmes qui combineraient des systèmes 1 et 2, ce qu'on appelle des intelligences artificielles génériques là, ou générales, AGI en anglais. Donc, il y a deux approches, en fait, principales. Il y en a d'autres, mais disons qu'en gros, il y a les approches neurosymboliques qui consistent à combiner des systèmes à base de réseaux de neurones avec des systèmes d'IA symboliques là, traditionnels. Et d'ailleurs, la plupart des systèmes déployés comme les systèmes de traduction, même un système comme ChatGPT, on peut soupçonner que GPT-4, qu'on dit qui est une architecture de mixture, donc il y a plusieurs experts qui collaborent. Il y a peut-être des moteurs symboliques là-dedans. Et comme on n'a pas accès au code et que maintenant tout est secret au niveau de en fait, des avancées chez OpenAI, on peut soupçonner qu'il y a peut-être une combinaison d'approches neuronales avec des approches symboliques, mais on ne peut pas le prouver ni le nier. Et Yoshua lui-même propose ce qu'on appelle des réseaux de flow génératifs. Et ça, c'est vraiment une percée aussi intéressante qui c'est actuellement encore en développement, évidemment, et ça demande énormément de calculs, sauf que là, actuellement, ils font comme on fait en général, c'est que quand on a des problèmes de calcul, de ce qu'on appelle, en anglais, on dit tractable, c'est-à-dire si on a des problèmes que le calcul est trop long, c'est qu'on fait des approximations et on fait aussi on va faire des moyennes, des choses comme ça pour arriver à rendre le calcul faisable par des architectures quand même puissantes là, de calcul. Je vous invite à regarder ça, les réseaux de flow génératifs. Et il y a des tutoriels, il y en a eu récemment à Montréal, au Mila, il y a eu des tutoriels qui étaient en accès libre. Bon, ce qui m'amène maintenant pour donner du poids à l'hypothèse qu'on a peu de raisonnement, peu de système 2 actuellement dans nos grands modèles de langue, c'est des récentes découvertes en neurosciences, particulièrement par observation cérébrale directe, OK? Soit des électroencéphalogrammes, soit de la résonance magnétique fonctionnelle. Donc, on regarde le cerveau fonctionner avec de l'imagerie et on est en mesure de voir des différents sous-systèmes ou des différentes zones du cerveau, des parties du cortex. Et c'est des travaux, entre autres, menés par Evangelina Fedorenko du MIT, qui a donné une conférence à Montréal en début d'année 2023, en fait en janvier, fin janvier, sur justement le parallèle entre les zones, le cerveau ou les systèmes spécialisés dans le langage du cerveau humain et puis les grands modèles de langue. Ce qu'on se rend compte, entre autres, c'est que les zones du langage montrent peu d'activité lorsqu'on fait des tâches de raisonnement. Okay? Là, on a une série de tâches. On voit, en fait, en haut du diagramme là, en bâton, là, de l'histogramme, on voit que celui qui est en rouge, c'est des tâches langagières, des tâches de dialogue. Donc, on voit que ça impacte fortement les zones du cortex qui sont responsables du langage. Par contre, si on fait de l'arithmétique, du raisonnement, de la planification, de la résolution de problèmes, de la prise de décision, de la physique naïve, là, c'est supputer comment fonctionne la physique autour de nous. Là. On voit, ou encore de ce qu'on appelle le raisonnement sur le comportement des humains, là, le raisonnement, ce qu'on appelle le raisonnement social, eh bien, ça fait très peu appel aux zones du langage. Donc, c'est vraiment. Puis le cerveau, en fait, il est unifié, mais quand même modulaire. Il y a des concentrations, il y a des noyaux qui sont spécialisés. Et ce qu'on voit, c'est que, et ça, on le voit dans le sens là, réel du terme, c'est des mesures d'observation de l'activité des neurones dans le cerveau. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a très peu, en fait, que des zones du cortex qui sont spécialisées pour le langage. Il y a des zones qui sont distinctes pour le raisonnement
et que la génération du langage, c'est en mode quasi automatique avec seulement quelques petits appels à des zones spécialisées du raisonnement. Donc, si vous parlez, puis qu'à un moment donné, il y a un raisonnement ou un calcul, là, on voit s'activer une autre zone justement spécialisée dans le cerveau, dans le calcul ou la géométrie ou des choses comme ça. Mais sinon, tout se passe en mode quasi automatique. Et c'est ce qui explique, moi, à mon avis, pourquoi on arrive à parler avec un bon débit, là, à communiquer avec un bon débit ou à écrire avec un bon débit. Parce qu'autrement, s'il fallait qu'on raisonne sur chaque chose qu'on est en train de dire, là, si moi j'étais en train de raisonner à chaque fois que j'enchaîne un mot, une phrase, eh bien, la conférence d'aujourd'hui, c'est pas 1 heure qu'elle durerait, c'est des jours. OK? Donc, c'est vraiment une des preuves aussi, je dirais, que l'activité du cortex langagier est vraiment séparée du raisonnement. Il y a un autre exemple qui est donné par Fedorenko, c'est que des zones qui sont spécialisées dans le langage, ils peuvent avoir des lésions. Okay? S'il y avait des lésions, on voit des exemples de lésions là, dans des scans de cerveau. Et ce qu'on se rend compte, c'est que malgré que la personne est atteinte au niveau du langage, eh bien, elle conserve ses capacités dans les tâches de raisonnement. Okay? Donc, ce qui montre qu'il y a une indépendance entre les tâches de raisonnement et les tâches de langage. Donc, en conclusion, langage et raisonnement sont dissociés dans le cerveau. Et c'est ce qu'on se constate aussi dans les grands modèles de langue. Et là, c'est là aussi où Fedorenko fait un lien entre les grands modèles de langue et puis les zones du cerveau, justement, ce qu'elle parle de les parallèles et les différences entre les zones du cortex spécialisées en langage et puis les grands modèles de langue. Donc, je vous invite à aller voir la conférence de Mme Fedorenko. J'ai donné des QR là, pour vous rendre sur le... En fait, c'est une conférence qui est enregistrée en YouTube. Là. Ce qui nous amène à relativiser la nature de l'intelligence humaine puis sa position dans le spectre combiné de l'intelligence naturelle et artificielle. Tant qu'à moi, il y a l'intelligence, c'est pas naturel ou artificiel, c'est une propriété ou une capacité. Et c'est partagé à la fois par des êtres humains et éventuellement des machines. Comme l'avion ne vole pas comme un oiseau, évidemment, ben, l'ordinateur, il ne va pas nécessairement penser comme un être humain. Un des défis, c'est de trouver un protocole pour déterminer si une IA est consciente ou pas. Ça, c'est tout le problème de la conscience. C'est une autre chose sur laquelle je ne rentrerai pas dans les détails. Il y aurait une autre conférence à faire là-dessus. Mais c'est un problème, quant à moi, qui est difficile. C'est un problème qui est mal posé. En fait, c'est un problème où on a qui va être difficile de trouver une solution satisfaisante. C'est un peu comme le fameux test de Turing, là, qui aujourd'hui est caduque parce que les grands modèles de langue ils peuvent berner quelqu'un, ils peuvent réussir peuvent passer un test de Turing. Sauf si on les amène dans les méandres du raisonnement, de la physique, des choses comme ça. Mais ça, dans une conversation, normalement, on ne va pas là. Donc, moi, je pense qu'on va arriver un jour à construire des machines qui pensent. Quand ça, il y a des gens qui disent entre 5 et 10 ans. Moi, je serais dans ces ordres-là. Je pense que ce n'est pas impossible. Par contre, il y a peut-être des obstacles qu'on n'a pas vus qui vont peut-être décaler encore ça, un peu comme on fait de la recherche sur le cancer depuis des dizaines d'années et que c'est toujours en train d'être solutionné ou encore la fusion thermonucléaire. On est toujours à 50 ans d'avoir des réacteurs thermonucléaires de fusion qui fonctionnent, puis à chaque 10 ans, bon, on recule encore et on dit que ça va être dans 50 autres années. Peut-être que c'est comme ça pour l'IA, bien que les récentes percées, puis l'accélération aussi des résultats, nous font penser qu'on est peut-être à la veille de construire des machines qui pensent ou qui ont une certaine forme de pensée. Ça nous amène aussi à réfléchir sur le statut qu'on va donner à ces machines-là. C'est une question d'éthique. Et aussi sur le danger que ces machines-là, en fait, sont très intelligentes, puissent nous berner, puis par exemple, se répliquer automatiquement et puis qu'on perde le contrôle. L'IA va changer le monde. C'est une grande puissance, mais elle doit s'accompagner d'une grande puissance, d'une grande prudence, excusez. Donc ça, c'est vraiment le message aussi de Yoshua Bengio et maintenant de
En fait, il a été rejoint dans sa, entre guillemets, croisade là, pour l'IA sécuritaire, l'IA éthique, par son ami Geoffrey Hinton. Par contre, Lequin, qui est un des trois récipiendaires du prix Turing 2018 là, pour justement l'apprentissage profond, lui continue d'être optimiste, mais il faut dire qu'il travaille chez Meta et que ce n'est pas la première contorsion qu'il fait à l'éthique parce que pour travailler chez Meta, avec tout ce qu'on sait au sujet de l'utilisation des données des gens, faut vouloir changer le monstre de l'intérieur. Puis moi, je pense que c'est pas évident. Enfin, je dirais que si l'intelligence devient artificielle, ben, on peut espérer qu'elle nous libère de la bêtise, humaine ou artificielle, mais en tout cas, qu'on ait une nouvelle ère d'intelligence. Merci pour votre attention. Mes coordonnées. Et dernière petite publicité, j'ai un cours en ligne sur la vision artificielle. Bon, là, maintenant, les inscriptions sont fermées, mais ils devraient reprendre au début de l'an prochain. C'est un cours gratuit, c'est un cours qui part, évidemment, on parle de vision artificielle, mais il part vraiment du neurone au réseau de neurones, au réseau profond, l'apprentissage profond, la vision artificielle, les réseaux convolutifs et beaucoup, beaucoup les applications, que ce soit l'utilisation des drones, que ce soit l'utilisation des images satellitaires, que ce soit la réalisation d'une application pour téléphone mobile. C'est vraiment, vraiment applicatif, mais vraiment simple aussi. Il y a pas de mathématiques, c'est vraiment expliqué simplement. Et dernier article, c'est sur ChatGPT. C'est quelque chose que je mets à jour régulièrement où je discute en fait de ce que c'est puis de comment l'impact que ça peut avoir à différents niveaux. Merci pour votre attention. Je prendrai des questions.